Partie 1. Le train roulait dans la campagne normande, ses wagons se balançant doucement au rythme des rails. L'après-midi touchait à sa fin, et la lumière dorée du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, créant des motifs dansants sur les sièges en velours rouge défraîchi. Claire Dubois regardait distraitement le paysage qui défilait, ses pensées encore embrumées par la visite qu'il venait de faire au laboratoire médical de Rouen. À ses côtés, son mari Philippe feuilletait nerveusement les résultats d'analyse qu'ils avaient récupérés 1 heure plus tôt. Ses mâchoires se contractaient de manière visible, et Claire pouvait sentir la tension qui émanait de lui, comme une chaleur oppressante. Ils étaient mariés depuis maintenant 8 ans, et elle connaissait chacune de ses expressions, chaque tic qui trahissait son humeur. En cet instant, elle savait qu'un orage se préparait. Le compartiment était à moitié plein. Une vieille dame tricotait près de la fenêtre, ses aiguilles cliquetant en cadence. Un homme d'affaires en costume froissé tapotait sur son ordinateur portable, tandis qu'une mère de famille tentait de calmer ses 2 jeunes enfants qui se chamaillaient pour un jouet. Un couple d'adolescents partageait des écouteurs, perdus dans leur bulle musicale. L'atmosphère était paisible, presque somnolente, bercée par le rythme hypnotique du train. Claire ferma les yeux un instant, se remémorant les événements de la journée. Le rendez-vous chez le médecin avait été particulièrement éprouvant. Cela faisait maintenant 3 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant, et chaque mois qui passait sans résultat positif creusait un peu plus le fossé entre eux. Au début, ils avaient abordé cette démarche avec optimisme et complicité. Philippe plaisantait même, disant qu'ils avaient une excuse parfaite pour multiplier les moments d'intimité. Mais au fil des échecs, l'humour avait laissé place à l'obsession, puis à l'amertume. Les premiers examens avaient révélé que Claire souffrait d'endométriose, une maladie qui compliquait considérablement ses chances de concevoir naturellement. Le diagnostic était tombé comme un coup près, mais elle avait refusé de baisser les bras. Ils avaient consulté plusieurs spécialistes, tenté différents traitements, exploré les options de procréation médicalement assistée. Chaque démarche représentait un espoir, mais aussi une source de stress supplémentaire pour leur couple déjà fragilisé. Philippe avait d'abord fait preuve de patience et de soutien. Il l'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux, l'encourageait quand elle doutait, la consolait après chaque cycle infructueux. Mais progressivement, Claire avait senti un changement dans son attitude. Les mots tendres se faisaient plus rares, remplacés par des silences pesants et des regards reproches. Il commençait à faire des commentaires désobligeants sur leur situation, comme si elle était seule responsable de leur incapacité à fonder une famille. La pression s'était encore accentuée depuis que sa sœur cadette, Émilie, était tombée enceinte pour la 4e fois. Émilie, qui avait 5 ans de moins qu'elle, semblait avoir été bénie par la nature. Ses grossesses se succédaient sans effort apparent, et elle rayonnait à chaque fois qu'elle annonçait une nouvelle naissance imminente. Claire aimait profondément sa sœur, et adorait ses neveux et nièces, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie mêlée de désespoir à chaque fois qu'elle les voyait. Philippe, lui, ne cachait plus son amertume. Il comparait constamment Claire à sa belle-sœur, soulignant avec une cruauté croissante leurs différences. « Regarde comme Émilie est épanouie », disait-il. « Elle fait ce qu'une femme est censée faire. » Ces paroles blessaient de Claire plus profondément que n'importe quelle injure. Elle, qui avait toujours été indépendante et fière de sa carrière d'architecte, commençait à douter de sa propre valeur en tant que femme. Le train ralentit, en approchant d'une petite gare de campagne. Quelques passagers descendirent, et le silence se fit plus pesant dans le compartiment. Claire ouvrit les yeux et croisa le regard de Philippe. Il tenait toujours les résultats d'analyse dans ses mains, et son expression était indéchiffrable. Elle savait qu'il contenait de mauvaises nouvelles. Le médecin avait été évasif lors de leur consultation, promettant de leur donner plus de détails une fois tous les résultats disponibles. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. Philippe ne répondit pas immédiatement. Il continua à fixer les papiers, comme s'il cherchait les mots appropriés. Finalement, il leva les yeux vers elle, et Claire fut saisie par la froideur qu'elle y lut. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, » dit-il simplement. « Le médecin confirme que tes chances de concevoir naturellement sont quasiment nulles. Même avec les traitements, les probabilités restent très faibles. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle s'était préparée à cette éventualité, mais entendre les mots prononcés à haute voix rendait la réalité encore plus cruelle. Elle regarda par la fenêtre, observant les champs qui défilaient, ces étendues vertes et fertiles qui contrastaient si douloureusement avec sa propre condition. « Je suis désolée », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sût pas vraiment pourquoi elle s'excusait. Philippe eut un rire amer qui fit se retourner quelques passagers. « Désolée ? C'est tout ce que tu trouves à dire ?»
Nous avons gâché 3 années de notre vie à courir après un rêve impossible, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu es désolé ?» Sa voix montait progressivement, et Claire sentit tous les regards se tourner vers eux. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le tissu du siège, mais elle était prise au piège dans ce compartiment qui devenait soudain une scène de théâtre involontaire. « Philippe, s'il te plaît, baisse la voix », chuchota-t-elle en jetant des coups d'œil gênés aux autres passagers. Mais son mari semblait avoir perdu tout contrôle. Les frustrations accumulées pendant des mois, peut-être des années, jaillissaient enfin comme un barrage qui cède sous la pression. « Non, je ne baisserai pas la voix. J'en ai assez de faire semblant que tout va bien, assez de mentir à ma famille, à mes amis, assez de supporter leurs regards de pitié. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait toujours redouté ce moment, celui où Philippe exprimerait ouvertement ce qu'elle savait qu'il pensait tout bas. Elle avait espéré qu'ils pourraient surmonter cette épreuve ensemble, qu'ils trouveraient une solution alternative, peut-être l'adoption, ou simplement accepter leur situation et construire leur bonheur autrement. Mais elle réalisait maintenant que Philippe n'avait jamais envisagé ces options. Pour lui, une femme qui ne pouvait pas enfanter n'était qu'un échec, une défaillance de la nature. Les autres passagers ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. La vieille dame avait arrêté de tricoter, ses aiguilles suspendues en l'air comme des points d'interrogation. L'homme d'affaires avait fermé son ordinateur et observé la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Même les enfants s'étaient tus, sentant instinctivement la tension qui régnait dans l'atmosphère. Philippe se leva brusquement, faisant tomber les papiers médicaux qui se dispersèrent sur le sol du compartiment. Il se mit à faire les 100 pas dans l'espace restreint, ses mains tremblant de colère. Claire le regardait, sidérée par cette transformation soudaine. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui lui avait promis de l'aimer dans la joie, comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, en santé comme en maladie, avait disparu pour laisser place à un étranger amer et cruel. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» reprit-il, sa voix devenant plus dure encore. « C'est de voir ta sœur s'épanouir dans la maternité, pendant que toi, tu restes stérile. Elle va avoir son 4e enfant, Claire. Son 4e. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. Que dalle. » Les mots tombaient sur Claire comme des gifles. Elle serrait les poings sur ses genoux, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de la submerger. Elle pensait à Émilie, à sa dernière visite où elle avait annoncé sa grossesse avec cette joie innocente qui la caractérisait. Claire avait réussi à sourire et à la féliciter, mais intérieurement, elle s'était sentie mourir un peu plus. « C'est injuste », continua Philippe, maintenant complètement lancé dans sa diatribe. « Elle tombe enceinte sans même y penser, et nous devons subir humiliation sur humiliation, examen sur examen, traitement sur traitement, pour rien, pour que dalle. » Le train prit un virage serré, et Philippe dut se rattraper à l'accoudoir d'un siège. Ce léger déséquilibre sembla le ramener momentanément à la réalité, et il regarda autour de lui, prenant conscience pour la première fois que tous les passagers les observaient. Mais au lieu d'être embarrassé, cela sembla décupler sa colère. « Qu'est-ce que vous regardez ?» lança-t-il à l'assemblée médusée. « Vous n'avez jamais vu un couple se disputer? Allez-y, profitez du spectacle. Voilà ce que ça donne quand on épouse une femme défaillante. » Claire se recroquevilla sur elle-même. Le mot « défaillante » résonna dans sa tête comme un écho douloureux. C'était exactement ce qu'elle craignait d'entendre, ce qu'elle redoutait qu'il pense. Et maintenant, c'était dit, devant des étrangers, dans un wagon de train, sans possibilité de retour en arrière. La mère de famille resserra instinctivement ses enfants contre elle, comme si la colère de Philippe était contagieuse. Le couple d'adolescents avait retiré leurs écouteurs et observé la scène avec des yeux écarquillés. L'homme d'affaires avait sorti son téléphone, probablement pour filmer ou appeler quelqu'un. Claire ne savait pas vraiment. « Philippe, arrête !» supplia-t-elle d'une voix brisée. « Tu dis des choses que tu regretteras. » Mais son mari était maintenant dans un état second, comme possédé par une rage qu'il avait trop longtemps contenue. Il se rassit à côté d'elle avec une brusquerie qui fit trembler le siège. « Des choses que je regretterais ? Non, Claire, ce sont des choses que j'aurais dû dire depuis longtemps. J'aurais dû avoir le courage de regarder la vérité en face au lieu de me bercer d'illusions. » Il marqua une pause, haletant comme s'il venait de courir un marathon. Puis, d'une voix plus froide encore, il asséna le coup de grâce. « Ta sœur va avoir son 4e enfant, alors que toi, tu n'arrives même pas à m'en donner un seul. Je pense que je vais t'échanger contre ta sœur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le bruit des roues sur les rails semblait s'être tu. Claire sentit le monde basculer autour d'elle. Les visages des autres passagers se brouillèrent, leurs expressions choquées se mélangeant dans un kaléidoscope de stupéfaction et d'indignation.
l'échange contre sa sœur. Les mots tournaient en boucle dans sa tête, refusant de prendre sens. Comment l'homme qu'elle aimait, qu'elle avait choisi pour partager sa vie, pouvait-il prononcer de telles paroles? Comment pouvait-il la réduire à sa seule fonction reproductrice? L'échanger comme un objet défectueux contre un modèle plus performant? Claire respira profondément, puisant dans ses dernières réserves de dignité. Elle regarda Philippe droit dans les yeux, puis les passagers qui les observaient, bouche bée. Dans ce moment de silence absolu, elle comprit que sa vie venait de basculer définitivement. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible après de telles paroles. Elle ouvrit la bouche, prête à prononcer les 6 mots qui allaient changer le cours de cette journée, de cette semaine, de cette existence qui venait de voler en éclats dans un wagon de train entre Rouen et Paris. Partie 2. Claire prit une inspiration profonde, ses yeux parcourant lentement chaque visage dans le compartiment. La vieille dame la regardait avec une compassion évidente, ses yeux bleus délavés, brillant d'une indignation contenue. L'homme d'affaires s'était penché vers l'avant, captivé par ce drame qui se jouait devant lui. La mère de famille serrait ses enfants contre elle, mais son regard était fixé sur Claire avec une solidarité féminine palpable. Même les adolescents, habituellement absorbés par leur monde numérique, observaient la scène avec une attention soutenue. Philippe, lui, semblait déjà regretter ces paroles. Il s'était légèrement tassé sur son siège, et Claire pouvait voir une lueur d'appréhension dans ses yeux. Il connaissait sa femme, savait qu'elle n'était pas du genre à encaisser les coups sans répliquer. Mais il était trop tard pour faire machine arrière. Les mots étaient sortis, publics, irréversibles. « D'accord », dit Claire d'une voix claire et posée qui porta jusqu'au fond du wagon. « Épouse-la ». Ces 2 mots, prononcés avec un calme olympien, eurent de l'effet d'une bombe dans le compartiment. Philippe ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il avait l'air d'un poisson hors de l'eau, les yeux écarquillés, incrédule. Autour d'eux, les passagers échangèrent des regards stupéfaits. Personne ne s'attendait à une réponse si directe, si tranchante. « Mais Claire, » balbutia Philippe. « Je ne pensais pas. »« Si, tu pensais exactement ça, » l'interrompit-elle avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. « Et tu sais quoi? Je te donne ma bénédiction. Épouse ma sœur. Fais-lui 4 enfants de plus. Construis avec elle la famille parfaite que tu rêves d'avoir. » Elle se leva gracieusement, défroissant sa robe d'été bleu marine avec des gestes mesurés. Chaque mouvement était calculé, élégant, digne. Elle ramassa son sac à main posé sur le porte-bagages, au-dessus de leur tête, puis se pencha pour récupérer les papiers médicaux éparpillés sur le sol. « Mais il y a juste un petit détail que tu sembles avoir oublié, » continua-t-elle en se redressant, tenant les documents à bout de bras. « Ces analyses ne concernent pas que moi. » Philippe fronça les sourcils, ne comprenant visiblement pas où elle voulait en venir. Les autres passagers se penchèrent légèrement, tendant l'oreille pour ne rien perdre de ce retournement de situation. Claire déplia lentement une des feuilles d'analyse, faisant durer le suspense. Elle avait lu ses résultats en détail pendant que Philippe bouillonnait de rage à côté d'elle. Elle avait eu le temps de digérer l'information, de comprendre toutes ses implications. Et maintenant, elle allait partager cette vérité avec toute l'assemblée. « Tu vois, mon cher mari, » dit-elle en articulant chaque mot distinctement, « le médecin a effectivement confirmé que mes chances de concevoir étaient très réduites à cause de mon endométriose. Mais il a aussi fait quelque chose d'autre. Il a analysé ton spermogramme. » Le visage de Philippe changea d'expression. Une pâleur subite envahit ses joues, et Claire vit sa pomme d'Adam bouger convulsivement. Elle savait qu'il avait compris, mais elle n'allait pas lui épargner l'humiliation qu'il lui avait fait subir. « Tes spermatozoïdes, Philippe, sont de très mauvaise qualité. Mobilité réduite, morphologie anormale, concentration insuffisante. En termes médicaux, tu souffres d'oligoasténotératospermie sévère. » Elle prononça le terme médical avec une précision chirurgicale, savourant chaque syllabe. « En termes plus simples, tu as autant de chances de faire un enfant à ma sœur qu'à moi. C'est-à-dire quasiment aucune. » Un silence de mort s'abattit sur le compartiment. Philippe était devenu livide. Ses mains tremblaient visiblement. Il tentait de parler, mais seuls des sons inarticulés sortirent de sa bouche. Les passagers le regardèrent maintenant avec un mélange de stupéfaction et de satisfaction, comme si la justice venait enfin d'être rendue. « Alors tu vois, » poursuivit Claire avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « quand tu parlais d'échanger une femme défaillante contre un modèle plus performant, tu as oublié un détail crucial. Le problème, ce n'est pas moi, c'est toi. » Elle fit une pause, laissant l'information faire son chemin dans les esprits. La vieille dame tricoteuse eut un petit sourire satisfait et hocha la tête approbativement.
L'homme d'affaires ne put s'empêcher de lâcher un petit sifflement admiratif. Les enfants ne comprenaient pas tous les détails, mais ils sentèrent que quelque chose d'important venait de se passer. « Mais ce n'est pas tout », continua Claire, maintenant lancée dans sa démonstration. « Le médecin m'a aussi expliqué quelque chose d'intéressant sur l'hérédité masculine. Tu sais, ces petits problèmes de fertilité que tu as, ils peuvent se transmettre de père en fils. Alors même si, par miracle, tu arrivais à faire un enfant à ma sœur, il y a de fortes chances pour que ce petit garçon hérite de tes déficiences. » Philippe essaya de se lever, mais ses jambes ne le portaient plus. Il retomba lourdement sur son siège, la tête entre les mains. « Arrête !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Arrête, s'il te plaît. » Mais Claire n'avait pas terminé. 8 ans de mariage, 3 ans d'humiliation, de reproches constants, de culpabilisation, tout cela demandait réparation. Elle avait supporté en silence ses remarques désobligeantes, ses comparaisons blessantes avec sa sœur, ses insinuations sur sa féminité défaillante. Maintenant, c'était son tour. « Tu sais ce qui est ça le plus ironique dans tout ça ?» dit-elle en s'approchant de lui. « Pendant tout ce temps, tu m'as fait croire que j'étais responsable de notre incapacité à avoir des enfants. Tu m'as fait culpabiliser. Tu m'as fait douter de ma valeur en tant que femme. Tu m'as comparée à ma sœur comme si j'étais un objet défectueux. Et pendant tout ce temps, le problème venait de toi. » Elle se pencha vers lui, baissant la voix, pour que seuls les passagers les plus proches puissent t'entendre. « Et tu sais quoi d'autre ? Ma sœur et son mari ont fait des tests de fertilité avant leur mariage. C'est leur médecin qui me l'a dit quand j'ai appelé pour prendre des conseils. Émilie a une fertilité exceptionnelle, certes, mais son mari aussi. Alors tes fantasmes d'épouser ma sœur et de lui faire des enfants, tu peux les oublier. Elle ne voudra jamais d'un homme stérile. » Les mots claquaient comme des coups de fouet. Philippe releva la tête, et Claire fut presque surprise de voir des larmes dans ses yeux. Mais sa compassion avait ses limites, et il les avait largement dépassées avec ses paroles cruelles. « Mais attends, ce n'est pas fini, » reprit-elle en se redressant. « Parce que maintenant, grâce à ton petit spectacle public, tout le monde sait qui tu es vraiment. Ces gens, » elle désigna les passagers d'un geste large, « ils ont vu ton vrai visage. Ils ont vu comment tu traites ta femme, comment tu la humilies publiquement, comment tu la blâmes pour quelque chose dont tu es responsable. » La vieille dame hocha vigoureusement la tête. « Monsieur, » dit-elle d'une voix chevrotante mais ferme, « j'ai 80 ans, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais rarement quelqu'un d'aussi odieux que vous. Cette dame mérite bien mieux. » L'homme d'affaires renchérit. « Franchement, monsieur, vous devriez avoir honte. Traiter sa femme comme ça en public, c'est inadmissible. » Même la mère de famille, qui avait jusque-là gardé le silence pour protéger ses enfants, ne put s'empêcher d'intervenir. « Mon mari et moi, on a eu des problèmes pour avoir des enfants aussi. Mais jamais, au grand jamais, il ne m'aurait parlé comme ça. L'amour, ça se montre surtout dans les moments difficiles. » Philippe regardait autour de lui, cherchant désespérément un visage compatissant, un regard complice. Mais il ne trouvait que désapprobation et mépris. Il avait voulu faire le malin devant ces étrangers, étaler sa frustration et sa colère aux dépens de sa femme. Maintenant, il se retrouvait seul face à l'opprobre général. Claire observait ce retournement de situation avec une satisfaction qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Elle avait passé trop d'années à encaisser, à faire profil bas, à accepter l'inacceptable, au nom de l'amour et de la paix du ménage. Aujourd'hui, quelque chose s'était cassé définitivement en elle, et elle découvrait une force qu'elle ne soupçonnait pas. « Tu sais, Philippe, » dit-elle en se penchant une dernière fois vers lui, « je vais te rendre un service. Je vais te libérer de ce fardeau que je représente apparemment pour toi. Quand nous rentrerons à Paris, je prendrai mes affaires et je partirai. Tu pourras ainsi chercher la femme parfaite dont tu rêves, celle qui te donnera tous les enfants que tu veux. » Elle fit une pause, savourant l'expression d'incrédulité sur le visage de son mari. « Mais avant de partir, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais appeler ma sœur et lui raconter cette conversation. Je vais lui expliquer tes projets, tes intentions, ta proposition d'échange. Je suis sûre qu'elle sera intéressée d'apprendre que son beau-frère la considère comme une pondeuse de remplacement. » Philippe devint encore plus pâle, si c'était possible. Émilie était très proche de Claire, et il savait qu'elle ne prendrait pas bien ce genre de révélation. Pire encore, elle était mariée à un homme jaloux et protecteur qui n'hésiterait pas à venir demander des comptes. Et puis, tu sais quoi ? Ajouta Claire en fouillant dans son sac. Je crois que je vais aussi appeler ta mère. Tu te souviens de ta mère, Philippe ? Cette femme adorable qui ne cesse de me demander quand elle aura des petits-enfants ? Je pense qu'elle sera ravie d'apprendre que son fils chéri est stérile et qu'il a passé 3 ans à humilier sa belle-fille pour quelque chose dont il était responsable. Cette menace sembla réveiller Philippe de sa torpeur.
Sa mère était son point faible, la seule personne dont l'opinion comptait vraiment pour lui. Elle avait toujours adoré Claire, la considérant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Apprendre comment son fils traitait sa femme la briserait le cœur. « Claire, non, supplia-t-il. Ma mère, elle ne comprendrait pas. Ça la tuerait. »« Oh, mais je pense qu'elle comprendra très bien, au contraire, » répliqua Claire, avec un sourire glacial. « Elle comprendra qu'elle a élevé un fils qui n'a ni honneur, ni respect, ni compassion. Elle comprendra que l'homme qu'elle a mis au monde est capable de détruire psychologiquement la femme qu'il prétend aimer. » Le train commençait à ralentir en approchant de la gare Saint-Lazare. Dans quelques minutes, ce voyage infernal toucherait à sa fin. Mais Claire savait que les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, croisant les regards admiratifs des passagers qui avaient assisté à sa transformation. La vieille dame lui fit un petit signe de la main, comme pour l'encourager. L'homme d'affaires hocha la tête respectueusement. La mère de famille lui sourit chaleureusement, et même les adolescents semblaient impressionnés par son assurance. Puis, lentement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La vieille dame commença à applaudir, doucement d'abord, puis avec plus d'enthousiasme. L'homme d'affaires se joignit à elle, puis la mère de famille, puis ses enfants qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi mais suivaient le mouvement. Même les adolescents applaudirent, et bientôt, tout le compartiment résonnait d'applaudissements nourris. Claire se redressa, surprise par cette ovation spontanée. Elle qui s'était sentie si humiliée quelques minutes plus tôt, se retrouvait applaudie par des inconnus qui avaient été témoins de sa renaissance. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération, pas de douleur. Philippe, lui, semblait avoir rétréci sur son siège. Il regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois, réalisant probablement qu'il venait de perdre bien plus qu'une épouse docile. Il venait de perdre une femme exceptionnelle qu'il avait eu la chance d'avoir à ses côtés et qu'il avait détruite par ses propres frustrations et sa lâcheté. Partie 3. Le train s'immobilisa avec un dernier soubresaut dans la gare Saint-Lazare. Les applaudissements s'estompèrent progressivement, remplacés par l'agitation habituelle des voyageurs qui se préparaient à descendre. Claire resta debout, droite et digne, observant Philippe qui semblait pétrifié sur son siège. Autour d'eux, les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, mais leurs regards restaient fixés sur ce couple dont l'intimité venait d'exploser au grand jour. La vieille dame s'approcha de Claire avant de quitter le compartiment. Elle posa une main bienveillante sur son bras et lui murmura à l'oreille « Ma petite, j'ai été mariée pendant 53 ans. Croyez-moi, un homme qui vous traite comme ça ne mérite pas une minute de plus de votre vie. Vous êtes courageuse. Ne l'oubliez jamais. » L'homme d'affaires s'arrêta également près d'elle en sortant. Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit discrètement. « Je suis avocat spécialisé dans les divorces, » dit-il simplement. « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. » La mère de famille, en passant avec ses enfants, lui adressa un sourire encourageant. « Vous avez été magnifique, » chuchota-t-elle. « Ces hommes croient qu'ils peuvent nous piétiner impunément. Vous leur avez montré qu'ils se trompent. » Même les adolescents, en sortant, lui lancèrent des regards admiratifs. La fille fit même un petit geste de victoire avec le poing, tandis que son copain hochait la tête avec respect. En quelques minutes, le compartiment se vida, ne laissant que Claire et Philippe face à face dans un silence pesant. Par les fenêtres, on apercevait l'agitation de la gare, les voyageurs pressés qui se dirigèrent vers les sorties, les porteurs qui déchargèrent les bagages. Mais dans leur bulle, le temps semblait suspendu. Philippe releva finalement la tête. Son visage avait pris une teinte grisâtre et ses yeux étaient rouges. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. « Claire, » commença-t-il d'une voix rauque, « je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'aurais jamais dû... » « Te taire, » l'interrompit-elle sèchement. « Tu n'aurais jamais dû dire ces choses. Tu n'aurais jamais dû me humilier publiquement. Tu n'aurais jamais dû me faire porter le poids de tes défaillances. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la sortie du compartiment. Philippe se leva précipitamment et tenta de la suivre, mais elle se retourna avec une violence qui le fit reculer. « Ne me suis pas, » ordonna-t-elle. « Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus respirer le même air que toi. Mais Claire, notre mariage, 8 ans ensemble, tu ne peux pas... 8 ans, répéta-t-elle avec un rire amer. 8 ans pendant lesquels tu m'as fait croire que j'étais défaillante, 8 ans pendant lesquels tu m'as culpabilisée pour quelque chose dont tu étais responsable, 8 ans pendant lesquels tu m'as comparée à ma sœur comme si j'étais un objet défectueux. Non, Philippe, ces 8 ans, tu viens de les détruire avec tes propres mots. Elle sortit du compartiment sans se retourner,
laissant Philippe seul avec les débris de son orgueil masculin. Dans le couloir du train, elle croisa le contrôleur qui l'avait vue entrer quelques heures plus tôt avec son mari. L'homme la regarda avec curiosité, ayant probablement entendu des échos de l'altercation. « Madame, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec sollicitude. « Maintenant, oui, » répondit-elle avec un sourire qui illumina son visage. « Maintenant, tout va très bien. » Elle descendit du train et se fondit dans la foule de la gare. Chaque pas l'éloignait de sa vie passée, chaque respiration lui semblait plus libre. Elle avait l'impression de renaître, comme un papillon qui sort enfin de sa chrysalide après des années d'emprisonnement. Arrivée sur le parvis de la gare, elle sortit son téléphone portable et composa le numéro de sa sœur. Émilie décrocha à la 3e sonnerie, sa voix chaleureuse résonnant dans l'écouteur. « Claire, comme c'est drôle, je pensais justement à toi. Comment s'est passé ton rendez-vous médical ?» Claire prit une profonde inspiration. « Émilie, il faut que je te raconte quelque chose de très important. Tu es seule ? » ?»« Oui, les enfants sont chez maman et Pierre est au bureau. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bizarre. Je vais divorcer de Philippe, » annonça Claire sans détour. Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Puis Émilie bégaya. « Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Claire lui raconta tout. Les résultats des analyses, la scène dans le train, les paroles cruelles de Philippe, sa proposition d'échanger les sœurs, et surtout, la vérité sur sa stérilité. Elle ne omit aucun détail, aucune humiliation, aucune révélation. À l'autre bout du fil, Émilie écoutait en silence, et Claire pouvait presque entendre sa colère monter crescendo. Quand elle eut terminé son récit, un silence lourd s'installa. « Cette ordure !» finit par exploser Émilie. « Cette sale ordure ! Comment a-t-il osé te traiter comme ça ? Et cette histoire d'échange, mais pour qui il se prend ? » « Émilie, calme-toi, pense au bébé, » dit Claire, touchée par la fureur de sa sœur. « Non, je ne me calmerai pas. Cet homme t'a détruite psychologiquement pendant des années. Il t'a fait croire que tu étais responsable alors que c'était lui le problème. Et maintenant, il voudrait m'épouser moi, mais il rêve. » Claire sourit malgré elle. Elle avait toujours pu compter sur le soutien inconditionnel de sa sœur cadette. Malgré leur différence d'âge et leur vie si différentes, elles étaient restées très proches. « Tu sais ce qui me met le plus en rage ?» continua Émilie. « C'est que j'ai toujours trouvé que Philippe te traitait bizarrement ces derniers temps. Ces petites remarques, ces comparaisons, j'avais envie de lui dire ma façon de penser, mais je ne voulais pas m'immiscer dans votre couple. J'aurais dû. »« Non, tu as bien fait, » la rassura Claire. « C'était à moi de réagir, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tu as eu raison, tu aurais dû voir ça plus tôt. Cet homme ne te méritait pas, Claire. Tu es brillante, belle, talentueuse, généreuse. Il avait une perle entre les mains, et il a préféré la piétiner. » Les compliments de sa sœur réchauffèrent le cœur de Claire. Depuis des années, elle avait l'impression d'être diminuée, réduite à ses seules capacités reproductives. Entendre quelqu'un énumérer ses qualités lui fit un bien immense. « Maintenant, écoute-moi bien, » reprit Émilie d'un ton déterminé. « Tu vas venir t'installer chez nous le temps que tu trouves un appartement. Pierre sera ravi de t'accueillir, et les enfants adorent leur tante Claire. On va t'aider à passer ce cap. Émilie, je ne peux pas vous déranger avec mes problèmes. Tu ne nous déranges pas, tu es ma sœur. Et puis, tu sais quoi ? Ça va me faire du bien d'avoir une adulte responsable à la maison. Avec cette grossesse, je suis fatiguée, et Pierre travaille beaucoup. Tu pourras m'aider avec les enfants. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Elle n'était pas seule. Elle avait une famille qui l'aimait, qui la soutenait, qui serait là pour l'aider à se reconstruire. « Il y a autre chose, » ajouta Émilie avec une pointe de malice dans la voix. « Pierre a un associé, Maître Renaud, qui est spécialisé dans les divorces. C'est un requin, paraît-il. Si tu veux, je peux lui demander de te recevoir. »« J'ai déjà une carte, » dit Claire en souriant, repensant à l'homme d'affaires du train. « Mais oui, je veux bien rencontrer l'associé de Pierre aussi. Plus j'aurai d'avocats compétents, mieux ce sera. Parfait. Et maintenant, dis-moi où tu es. Je viens te chercher. » « Non, Émilie, reste chez toi. Je vais prendre un taxi et passer d'abord à l'appartement pour récupérer mes affaires. J'ai besoin de faire ça seule. Tu es sûre ? Philippe ne va pas... » Philippe va rentrer la queue entre les jambes et se terrer dans un coin. Il n'osera rien faire. Et puis, j'ai besoin d'affronter cette étape. C'est symbolique. Elles raccrochèrent, après s'être donné rendez-vous le soir même chez Émilie. Claire héla un taxi et donna l'adresse de l'appartement qu'elle partageait avec Philippe depuis leur mariage. Pendant le trajet dans les embouteillages parisiens, elle regarda défiler la ville par la fenêtre, comme si elle la découvrait pour la première fois. Tout lui semblait différent, plus net.
plus coloré. Les passants dans la rue avaient l'air plus vivants, les immeubles plus beaux, même le ciel gris de Paris lui paraissait lumineux. Elle réalisait qu'elle avait vécu les dernières années dans une sorte de brouillard dépressif, persuadée d'être responsable de tous leurs malheurs conjugaux. Maintenant que la vérité avait éclaté, elle se sentait libérée d'un poids énorme. Le taxi s'arrêta devant leur immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Claire paya la course et monta les 3 étages qui menaient à leur appartement. Sur le palier, elle hésita un instant, avant d'introduire sa clé dans la serrure. Dans quelques minutes, elle allait franchir le seuil de ce qui avait été son foyer pour la dernière fois. L'appartement était silencieux et sombre. Philippe n'était pas encore rentré, ce qui arrangea Claire. Elle alluma les lumières et regarda autour d'elle. Tout était exactement comme elle l'avait laissé le matin, mais pourtant, tout avait changé. Ces meubles qu'ils avaient choisis ensemble, ces photos de mariage sur la cheminée, ces livres alignés sur les étagères, tout cela appartenait déjà au passé. Elle se dirigea vers leur chambre à coucher et sortit une grande valise du placard. Méthodiquement, elle commença à y ranger ses vêtements, ses bijoux, ses produits de beauté. Chaque objet qu'elle plaçait dans la valise était comme une pierre qu'elle retirait du mur de sa prison conjugale. En fouillant dans sa table de nuit, elle tomba sur un petit carnet qu'elle avait tenu pendant les premiers mois de leur tentative pour avoir un enfant. Elle l'ouvrit et relut quelques pages. « Aujourd'hui, je me sens coupable de ne pas arriver à donner un enfant à Philippe », avait-elle écrit. Je vois sa déception dans ses yeux, et ça me brise le cœur. Une autre page. Philippe m'a encore comparé à Émilie aujourd'hui. Il dit que toutes les femmes de ma famille sont fertiles, sauf moi. Je commence à me demander si je ne suis pas vraiment défaillante. Claire referma le carnet et le jeta dans la corbeille à papier. Ces pages d'autoflagellation appartenaient à une autre femme, une femme qui n'existait plus. La nouvelle Claire savait qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle avait été victime de la lâcheté et de la cruauté d'un homme qui avait préféré la détruire plutôt qu'assumer ses propres faiblesses. Elle entendit la clé tourner dans la serrure d'entrée. Philippe était rentré. Claire continua calmement à faire sa valise, l'oreille tendue vers les bruits dans l'appartement. Elle l'entendit poser ses clés sur la console de l'entrée, accrocher sa veste dans le placard, puis ses pas se dirigèrent vers la chambre. Il apparut dans l'encadrement de la porte, l'air défait. Il avait pleuré, c'était évident. Ses yeux étaient gonflés et sa chemise froissée. Il regarda la valise ouverte sur le lit, puis Claire qui continuait tranquillement à plier ses affaires. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Qu'est-ce que tu croyais ?» répondit-elle sans lever les yeux. « Que j'allais faire comme si de rien n'était ? Que j'allais oublier tes paroles et continuer à vivre avec un homme qui me méprise ? Je ne te méprise pas, Claire. J'étais en colère. J'ai dit des choses. Tu as dit exactement ce que tu pensais. » L'interrompit-elle en se redressant pour le regarder dans les yeux. « Et tu sais quoi ? Je te remercie. Grâce à ton éclat de sincérité, je sais enfin à quoi m'en tenir. » Philippe s'approcha du lit, les mains tendues dans un geste de supplication. « Claire, s'il te plaît, laisse-moi une chance. On peut reprendre à zéro, aller voir d'autres médecins, essayer d'autres traitements. Avec ton sperme défaillant ?» répliqua-t-elle avec un sourire glacial. « Tu crois vraiment qu'un autre médecin va faire des miracles ? Non, Philippe, c'est fini. Tu as détruit notre couple avec tes propres mains. » Elle ferma la valise d'un geste sec et la descendit du lit. Philippe tenta de l'arrêter, mais elle le repoussa fermement. « Ne me touche pas, » ordonna-t-elle. « Tu as perdu ce droit aujourd'hui dans ce train. » Elle se dirigea vers la porte, traînant sa valise derrière elle. Philippe la suivit, désespéré. « Où vas-tu aller ? Chez ta sœur ? Elle va te monter contre moi, elle va me soutenir, comme le fait une vraie famille, » répliqua Claire en ouvrant la porte d'entrée. « Et puis, ne t'inquiète pas pour Émilie. Je lui ai déjà raconté ta proposition d'échange. Elle est très flattée de savoir que tu la considères comme une pondeuse de remplacement. » Le visage de Philippe se décomposa. « Tu ne lui as pas vraiment dit ça ? » ?»« Si, et bien plus encore. Pierre aussi est au courant maintenant. Il m'a dit qu'il avait hâte de te rencontrer pour discuter de tes projets matrimoniaux. » Philippe devint livide. Pierre était un homme calme mais protecteur, et il n'apprécierait pas qu'on manque de respect à sa belle-sœur. Claire sortit sur le palier et se retourna une dernière fois vers l'homme qui avait partagé sa vie pendant 8 ans. « Au revoir, Philippe. Tu auras bientôt de mes nouvelles par l'intermédiaire de mon avocat. » Elle referma la porte sur son passé et descendit l'escalier, le cœur léger pour la première fois depuis des années. Partie 4. Le taxi qui emmenait Claire chez sa sœur traversait Paris dans la lumière dorée du soir. Assise à l'arrière, elle regardait défiler les boulevards qu'elle connaissait par cœur, mais qui lui semblaient aujourd'hui chargés d'une signification nouvelle. Chaque kilomètre qui l'éloignait de son ancienne vie était une victoire. Chaque feu rouge franchi marquait sa progression vers la liberté.
Elle pensait à la journée qui venait de s'écouler, à cette transformation radicale qui s'était opérée en elle dans ce train. Ce matin encore, elle était Claire Dubois, épouse soumise et culpabilisée, persuadée d'être responsable de l'échec de son mariage. Ce soir, elle redevenait Claire Moreau, la femme qu'elle était avant de rencontrer Philippe, celle qui avait construit sa propre agence d'architecture, qui voyageait seule, qui riait avec ses amis jusqu'au bout de la nuit. Le taxi s'arrêta devant une maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Claire paya la course et contempla un instant la façade illuminée. Derrière ses fenêtres l'attendait une famille qui l'aimait inconditionnellement, qui ne la jugeait pas sur sa capacité à procréer, qui la considérait pour ce qu'elle était vraiment. Avant même qu'elle ait sonné, la porte s'ouvrit. Émilie se tenait sur le seuil, radieuse malgré sa grossesse avancée. Elle portait une robe de maternité bleu ciel qui mettait en valeur son teint éclatant et ses cheveux blonds. En voyant sa sœur, elle ouvrit grand les bras. « Ma chérie », dit-elle en la serrant contre elle avec une tendresse infinie. « Comme je suis fière de toi. » Claire se laissa aller dans cette étreinte réconfortante. Elle avait l'impression de rentrer chez elle après un long voyage en terre hostile. L'odeur familière du parfum d'Émilie, mélangée aux senteurs de cuisine qui s'échappèrent de la maison, lui procura un bien-être immédiat. « Tante Claire !» crièrent deux petites voix enthousiastes. Les jumeaux de 6 ans, Lucas et Léa, dévalèrent à l'escalier en pyjama et se jetèrent dans ses bras. Claire les serra contre elle, émue par leur joie spontanée. Ses enfants l'adoraient et elle le leur rendait bien. Avec eux, elle avait toujours eu cette complicité naturelle qui lui avait tant manqué dans sa relation avec Philippe. « On a préparé ta chambre », annonça Léa avec fierté. « Maman nous a dit que tu allais habiter avec nous, juste pour quelque temps, ma puce », précisa Claire en caressant les cheveux bouclés de sa nièce, le temps que tante Claire trouve un nouveau nid. Pierre apparut à son tour, grand homme aux cheveux poivre et sel, élégant dans sa simplicité. Il embrassa Claire avec une affection sincère et prit sa valise. « Bienvenue chez toi », dit-il simplement, mais ces mots simples contenaient tant de chaleur que Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pierre », commença-t-elle, « je voulais m'excuser pour ce que Philippe a dit sur Émilie. Il n'avait aucun droit. »« Stop !» l'interrompit Pierre en levant la main. « Tu n'as rien à t'excuser. C'est lui qui devrait avoir honte. Émilie m'a tout raconté, et franchement, je ne sais pas comment tu as fait pour supporter ça si longtemps. » Il marqua une pause, ses mâchoires se contractant légèrement. « J'ai eu envie d'aller lui casser la figure, mais Émilie m'a dit que tu t'en étais déjà chargée, à ta manière. » Claire sourit malgré elle. « Disons que j'ai remis les pendules à l'heure. C'est le moins qu'on puisse dire, » intervint Émilie en riant. « D'après ce que tu m'as raconté, ce pauvre Philippe ne savait plus où se mettre. » Ils passèrent dans le salon, une pièce chaleureuse aux murs lambrissés, ornée de photos de famille et de dessins d'enfants. Claire s'installa dans un fauteuil moelleux et accepta avec reconnaissance la tasse de thé qu'Émilie lui tendait. « Alors, » dit Pierre en s'asseyant en face d'elle, « parlons affaires. Émilie m'a dit que tu voulais divorcer le plus rapidement possible. »« Oui, » confirma Claire. « Je ne veux pas traîner. Plus vite ce sera réglé, plus vite je pourrai tourner la page. »« Parfait. Mon associé, Maître Renaud, est justement spécialisé dans ce genre de dossier. C'est un excellent avocat, très efficace. Je peux t'organiser un rendez-vous dès demain si tu veux. »« Ce serait formidable, » répondit Claire, touchée par cette sollicitude. « Et puis, j'ai aussi la carte d'un autre avocat que j'ai rencontré dans le train. Il m'a semblé compétent. »« Plus tu auras d'avis, mieux ce sera, » approuva Pierre. « Dans ce genre de procédure, il faut être bien accompagné. » Émilie posa sa main sur le bras de sa sœur. « Et côté logement, tu as une idée de ce que tu veux faire ? » « Je vais chercher un appartement, » dit Claire. « Quelque chose de moderne, de lumineux, complètement différent de ce que j'avais avec Philippe. J'ai envie de repartir à zéro. »« Prends ton temps, » conseilla Pierre. « Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Les enfants sont ravis, et nous aussi. »« Papa a raison, » renchérit Lucas, qui écoutait la conversation depuis le canapé. « Tu peux rester pour toujours si tu veux. Comme ça, on aura toujours une tante à la maison. » Claire rit et ébouriffa les cheveux de son neveu. « C'est gentil, mon bonhomme, mais il faut que tante Claire retrouve son indépendance. » Le dîner fut un moment de pure joie. Autour de la grande table familiale, Claire retrouvait le plaisir des conversations animées, des rires spontanés, de la complicité. Les enfants racontaient leur journée d'école avec un enthousiasme débordant. Émilie parlait de sa grossesse et de ses projets de réaménagement de la nursery. Pierre évoquait ses dossiers en cours avec passion. Claire participait à ces échanges avec un bonheur qu'elle avait oublié. Depuis des mois,
peut-être des années, ses repas avec Philippe se déroulaient dans un silence pesant, ponctué seulement de remarques acerbes sur leur situation ou de comparaisons blessantes. Ici, elle retrouvait la légèreté, l'insouciance, le plaisir simple d'être en famille. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit soudain Émilie en observant sa sœur. « Tu rayonnes. Je ne t'avais pas vue comme ça depuis des années. » Claire se regarda dans le miroir ancien accroché au mur de la salle à manger. Effectivement, quelque chose avait changé dans son visage. Ses yeux brillaient à nouveau. Ses traits étaient détendus. Sa posture était droite et assurée. « J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar », avoua-t-elle. « Pendant si longtemps, j'ai cru que j'étais le problème. Je me suis convaincue que j'étais défaillante, incomplète, ratée. Aujourd'hui, je réalise que j'étais juste avec la mauvaise personne. Philippe t'a manipulée, dit Pierre avec gravité. C'est de la violence psychologique, ni plus ni moins. Il t'a détruite à petit feu pour mieux te contrôler. » Exactement, approuva Émilie. Et le pire, c'est qu'il a réussi à te faire croire que c'était de ta faute. C'est un mécanisme classique chez les pervers narcissiques. Claire fronça les sourcils. Tu crois vraiment que Philippe est un pervers narcissique ? Tous les signes y sont, répondit Émilie. La culpabilisation constante, l'isolement progressif, la dévalorisation systématique, le report de responsabilité. J'ai lu des articles là-dessus après notre conversation de cet après-midi. Ça correspond parfaitement à votre relation. Cette révélation fit l'effet d'un électrochoc à Claire. Elle repensa aux dernières années de son mariage, aux changements subtils dans le comportement de Philippe, à sa façon de la couper de ses amis, de critiquer ses choix professionnels, de la rendre responsable de tous leurs problèmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?»« Tu n'étais pas aveugle », la rassura Pierre. « Tu étais amoureuse, et les manipulateurs sont très forts pour exploiter les sentiments de leurs victimes. Ils procèdent par petites touches, si subtilement qu'on ne s'en rend compte qu'après coup. » Après le dîner, une fois les enfants couchés, les 3 adultes s'installèrent dans le salon avec une bouteille de vin. Claire se sentait détendue, libérée, prête à parler de tout ce qu'elle avait gardé pour elle pendant des années. « Vous savez ce qui me fait le plus peur ?» avoua-t-elle. « C'est de me retrouver seule. Ça fait 8 ans que je suis mariée. J'ai perdu l'habitude de la solitude. » « La solitude n'est pas forcément négative, » philosopha Émilie. « Parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour se retrouver. Et puis, tu ne seras pas vraiment seule. Tu as nous, tu as tes amis. » « Mes amis, » soupira Claire. « Je les ai tellement négligés ces dernières années. Philippe trouvait toujours une excuse pour que je ne sorte pas avec elle. Encore un signe de manipulation, » observa Pierre. « L'isolement de la victime est une stratégie classique. Il faut que tu les rappelles, » encouragea Émilie. « Je suis sûre qu'elles seront ravies d'avoir de tes nouvelles. Les vrais amis comprennent toujours. » Claire hocha la tête, se promettant mentalement de renouer contact avec ses anciennes copines dès le lendemain. Elle pensait particulièrement à Sylvie, sa meilleure amie depuis l'université, avec qui elle avait perdu contact progressivement depuis son mariage. « Et côté travail ?» demanda Pierre. « Ton agence d'architecture, comment ça marche ?» Le visage de Claire s'illumina. « Très bien, heureusement. J'ai plusieurs projets en cours et ma réputation se construit petit à petit. Philippe a toujours minimisé mon travail, mais objectivement, ça marche plutôt bien. Encore de la dévalorisation, » marmonna Émilie. Décidément, il cochait toutes les cases. « En fait, » continua Claire, « je pense que c'est mon travail qui m'a sauvée. C'était le seul domaine où je gardais confiance en moi, où j'avais des retours positifs. Sans ça, je pense que j'aurais complètement sombré. Et maintenant, tu vas pouvoir t'épanouir pleinement, » dit Pierre avec enthousiasme. « Plus de remarques désobligeantes, plus de sabotage subtil. Tu vas voir, ta carrière va décoller. » Ils parlèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit. Claire racontait des épisodes de son mariage qu'elle n'avait jamais osé évoquer, des petites humiliations quotidiennes qu'elle avait normalisées avec le temps. Chaque confidence était comme un poison qu'elle évacuait, une blessure qu'elle nettoyait enfin. Émilie et Pierre l'écoutaient avec attention, sans jugement, lui apportant le soutien et la validation dont elle avait tant manqué. Ils lui confirmaient que non, ce n'était pas normal qu'un mari critique constamment sa femme. Non, ce n'était pas acceptable qu'il la rende responsable de tous leurs problèmes. Non, l'amour véritable ne ressemblait pas à ça. Quand Claire monta finalement se coucher dans la chambre d'amis qu'Émilie avait préparée avec amour, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le lit était confortable, les draps sentaient bon la lavande, et par la fenêtre, elle apercevait le jardin baigné de clair de lune. Elle s'allongea et ferma les yeux, écoutant les bruits familiers de la maison. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir,
les pas feutrés d'Émilie qui montait à son tour, le grincement léger du parquet sous les pieds de Pierre. C'étaient des sons apaisants, réconfortants, si différents du silence oppressant de son appartement avec Philippe. Pour la première fois depuis des mois, Claire s'endormit sans boule au ventre, sans anxiété, sans cette peur diffuse qui l'accompagnait chaque soir. Elle s'endormit avec le sentiment d'être enfin à sa place, entourée de gens qui l'aimaient vraiment. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des éclats de rire venant du rez-de-chaussée. Elle descendit et trouva les jumeaux en train de préparer le petit déjeuner avec leur père, transformant la cuisine en joyeux chaos. Léa battait des œufs avec une concentration extrême, tandis que Lucas tentait de faire des pancakes sous l'œil amusé de Pierre. « Bonjour, tante Claire !» crièrent-ils en chœur en la voyant apparaître. « On te fait un petit déjeuner spécial Nouvelle Vie !» annonça Lucas avec fierté. Cette attention touchante émut Claire aux larmes. Ses enfants, sans vraiment comprendre tous les enjeux adultes, avaient saisi l'essentiel. Leur tante commençait une nouvelle vie, et ils voulaient y participer. Émilie arriva à son tour, déjà habillée malgré l'heure matinale. « J'ai pris rendez-vous avec Maître Renaud pour ce matin à 10h, annonça-t-elle. « Ça te va ?»« Parfait, » répondit Claire en acceptant une tasse de café fumant. « Plus vite on s'y met, mieux c'est. » Elle regarda autour d'elle cette cuisine pleine de vie, ces visages souriants qui l'entouraient, et sut qu'elle avait fait le bon choix. Hier, dans ce train, elle avait non seulement quitté Philippe, elle avait quitté une version d'elle-même, qui ne lui convenait plus. Aujourd'hui commençait vraiment sa nouvelle existence, et elle avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait. Partie 5. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette fameuse journée dans le train. L'automne parisien déployait ses couleurs flamboyantes, et Claire contemplait la vue depuis son nouveau bureau, situé au 5e étage d'un immeuble moderne du 11e arrondissement. Elle avait enfin trouvé ses nouveaux locaux professionnels, bien plus spacieux et lumineux que son ancien bureau qu'elle partageait avec Philippe dans le 16e. Maître Renaud avait été d'une efficacité redoutable. Le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de Philippe, et Claire avait obtenu une pension compensatoire substantielle, ainsi que la moitié des biens du couple. Philippe n'avait pas protesté. Il était trop occupé à gérer les conséquences de son comportement dans sa propre famille et son cercle social. Car l'histoire du train avait fait le tour de Paris plus vite que Claire ne l'avait imaginé. L'homme d'affaires présent ce jour-là s'était avéré être Maître Durand, un avocat réputé qui évoluait dans les mêmes cercles que Philippe. Il avait raconté l'anecdote lors d'un dîner mondain, et la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre dans le milieu bourgeois parisien. Philippe était devenu la risée de ses collègues et amis. On l'appelait « le stérile » dans son dos, et plusieurs clients avaient rompu leur contrat avec son cabinet d'expertise comptable. Sa mère, Marguerite, avait été si choquée d'apprendre comment son fils avait traité Claire qu'elle avait rompu tout contact avec lui pendant 2 mois. Elle n'avait accepté de lui reparler qu'après qu'il lui ait présenté des excuses publiques dans le journal local de leur région natale. Claire, elle, se portait à merveille. Elle avait retrouvé sa joie de vivre, sa créativité, son énergie. Son agence d'architecture connaissait un essor spectaculaire. Libérée des critiques constantes et des remarques démoralisantes de Philippe, elle osait enfin prendre des risques, proposer des projets audacieux, innover. Son dernier contrat en date était particulièrement gratifiant. La rénovation complète d'un hôtel particulier du Marais, pour un couple de collectionneurs d'art contemporain. Le projet lui permettait d'exprimer pleinement sa vision artistique et lui avait déjà valu une mention dans un magazine d'architecture prestigieux. Claire consultait les plans étalés sur sa table à dessin quand son assistante, Marie, frappa à la porte. « Madame Moreau, vous avez une visite », annonça-t-elle avec un sourire mystérieux. « Je n'attends personne », dit Claire en fronçant les sourcils. « Qui est-ce » ? « Une surprise », répondit Marie en s'effaçant pour laisser passer la visiteuse. Émilie apparut dans l'encadrement de la porte, radieuse. Elle portait dans ses bras un nouveau-né emmitouflé dans une couverture bleu ciel. Son 4e enfant, né 2 semaines plus tôt, dormait paisiblement contre sa poitrine. « Émilie !» s'exclama Claire en se levant précipitamment. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être chez toi en train de te reposer. »« Je voulais te présenter officiellement ton nouveau neveu, » dit Émilie en s'approchant. « Claire, voici Théo. Théo, voici ta marraine. » Claire sentit son cœur se serrer d'émotion. « Sa marraine ? Bien sûr, » répondit Émilie comme si c'était une évidence. « Qui d'autre pourrait tenir ce rôle ? Tu es ma sœur, ma confidente, mon modèle de courage. » Il était impensable que quelqu'un d'autre baptise mon fils.
Claire prit délicatement le bébé dans ses bras. Théo ouvrit ses grands yeux bleus et la regarda avec cette gravité particulière au nouveau-né. En le tenant contre elle, Claire ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue. Non pas l'amertume ou la jalousie qu'elle éprouvait autrefois face aux enfants des autres, mais une joie pure, désintéressée. « Il est magnifique », murmura-t-elle en caressant la joue veloutée du bébé. « Absolument parfait. Il te ressemble un peu », observa Émilie en s'installant dans le fauteuil face au bureau de sa sœur. « Le nez, je crois, et la forme des yeux. » Claire sourit. Elle avait toujours rêvé d'avoir des enfants, mais maintenant, elle réalisait qu'il existait d'autres façons d'être mère. Elle était déjà tante de 3 enfants adorables, et maintenant marraine de ce petit Théo. Elle aurait un rôle privilégié dans leur éducation, sans les contraintes et les responsabilités de la maternité biologique. « Tu sais, » dit-elle en berçant doucement le bébé, « je crois que tout s'arrange pour le mieux finalement. Si j'avais eu des enfants avec Philippe, j'aurais été piégée. Je n'aurais jamais trouvé le courage de le quitter. » « C'est exactement ce que je me disais, » approuva Émilie. « Le destin fait parfois bien les choses. Tu es libre maintenant, libre de construire ta vie comme tu l'entends. » Elles parlèrent pendant 1 heure, évoquant les dernières nouvelles de la famille, les projets de Claire, l'adaptation des jumeaux à l'arrivée de leur petit frère. L'atmosphère était détendue, complice, emplie de cette intimité particulière aux sœurs qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup de mots. « Au fait, » dit soudain Émilie avec un air malicieux, « j'ai croisé Sylvie hier au marché. Elle m'a dit que vous aviez renoué contact ?» Claire rougit légèrement. « Oui, je l'ai appelée il y a 15 jours. Tu avais raison, elle était ravie d'avoir de mes nouvelles. On a parlé pendant des heures au téléphone. Et quoi? Ne fais pas l'innocente, » taquina Émilie. « Elle m'a dit qu'elle voulait te présenter quelqu'un. Un architecte, paraît-il. Célibataire, charmant et passionné par son métier. » Claire secoua la tête en riant. « Il est trop tôt, Émilie. J'ai besoin de temps pour moi, pour consolider ma nouvelle vie. Je ne veux pas me précipiter dans une autre relation. » « Je ne te dis pas de te marier demain, » répliqua sa sœur. « Mais sortir un peu, rencontrer des gens, ça ne peut pas te faire de mal. Tu es jeune, belle, libre, profitant. » Après le départ d'Émilie, Claire continua à réfléchir à leurs échanges. Sa sœur avait peut-être raison. Depuis son divorce, elle s'était entièrement concentrée sur son travail et sa reconstruction personnelle. Elle n'avait pas pensé à l'amour, aux rencontres, à la possibilité d'une nouvelle relation. L'idée ne la rebutait pas complètement, mais elle voulait être sûre d'être prête. Elle avait trop souffert avec Philippe pour risquer de reproduire les mêmes erreurs. Cette fois, si elle devait retomber amoureuse, ce serait avec quelqu'un qui la respecterait, qui l'apprécierait pour ce qu'elle était vraiment, qui partagerait ses valeurs et ses ambitions. Le soir venu, Claire rentra dans son nouvel appartement du 11e arrondissement. Elle avait choisi un duplex au dernier étage d'un immeuble des années 30, avec une terrasse offrant une vue imprenable sur les toits de Paris. L'espace était moderne, lumineux, décoré avec goût dans des tons blancs et gris, ponctué de touches de couleurs vives. Cet appartement était son refuge, son cocon, l'expression de sa personnalité retrouvée. Chaque meuble, chaque objet avait été choisi avec soin, reflétant ses goûts véritables, et non plus les compromis constants qu'imposait la vie conjugale. Elle se prépara un dîner léger et monta sur sa terrasse pour profiter de la douceur de cette soirée d'octobre. Paris s'étendait à ses pieds, scintillant de 1000 lumières. Elle pensait au chemin parcouru depuis cette journée dans le train qui avait changé sa vie. Son téléphone sonna. C'était Marguerite, l'ancienne belle-mère de Claire, qui avait insisté pour maintenir le contact malgré le divorce. « Ma chère Claire, » dit la voix chaleureuse de la vieille dame, « comment allez-vous ?»« Très bien, Marguerite. Et vous ?»« Je vais bien, mais je voulais vous parler de Philippe. Il va mal, Claire. Très mal. » Claire sentit un pincement au cœur. Malgré tout ce qui s'était passé, elle n'éprouvait aucune haine envers son ex-mari. Plutôt de la pitié, et étrangement, une forme de gratitude pour lui avoir montré son vrai visage. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-elle. « Il a perdu plusieurs clients importants à cause de cette histoire. Sa réputation est entachée. Il boit beaucoup trop et il s'est isolé de tous ses amis. Je pense qu'il a pris conscience de ce qu'il a perdu en vous perdant. » Marguerite marqua une pause, puis reprit d'une voix hésitante. « Il voudrait vous voir, Claire. Il dit qu'il a des choses à vous dire, des excuses à vous présenter. » Claire réfléchit quelques instants. Une partie d'elle était curieuse d'entendre ce que Philippe avait à dire, mais une autre partie, plus sage, lui soufflait qu'il valait mieux laisser le passé dans le passé. « Marguerite, » dit-elle finalement, « je comprends que Philippe traverse une période difficile, et je ne lui souhaite aucun mal, mais je ne pense pas qu'une rencontre soit une bonne idée. Nous avons tous les deux besoin de tourner la page. »« Je comprends, » soupira la vieille dame. «
Vous avez probablement raison, mais sachez que je pense souvent à vous et que vous me manquez. Vous avez toujours été comme une fille pour moi. Vous me manquez aussi, avoua Claire avec émotion. Mais il faut parfois savoir renoncer pour mieux avancer. Après avoir raccroché, Claire resta longtemps sur sa terrasse, plongée dans ses pensées. Elle éprouvait une certaine mélancolie en pensant à Philippe, à leurs 8 années de mariage, au bon moment qu'ils avaient à partager avant que tout ne se gâte. Mais cette mélancolie était teintée de sérénité. Elle avait fait les bons choix, elle en était certaine. Le week-end suivant, Claire accompagna Émilie et sa famille à une fête d'anniversaire chez des amis communs. C'était la première fois depuis son divorce qu'elle participait à ce genre d'événement social. Elle avait hésité à accepter l'invitation, craignant les questions indiscrètes ou les regards compatissants. Mais la soirée se déroula merveilleusement bien. Les invités la traitèrent avec chaleur et respect, sans curiosité malsaine. Plusieurs personnes la félicitèrent, même pour son courage et sa dignité dans la gestion de son divorce. Claire réalisa qu'elle n'était pas perçue comme une femme abandonnée, mais comme une femme forte qui avait su reprendre sa vie en main. Vers la fin de la soirée, elle se retrouva en conversation avec un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux verts pétillants d'intelligence. Il se présenta comme Julien Moreau, architecte spécialisé dans la restauration de monuments historiques. « Moreau ?» répéta Claire avec surprise. « C'est mon nom de jeune fille. Enfin, mon nom tout court maintenant. Nous sommes peut-être cousins éloignés, » plaisanta Julien. Cela expliquerait notre goût commun pour l'architecture. Ils parlèrent métier avec passion, échangeant leurs points de vue sur les tendances actuelles, les défis de la profession, leurs projets respectifs. Claire était frappée par l'érudition de cet homme, par sa capacité à écouter autant qu'à parler, par son respect évident pour son travail et ses opinions. « J'ai entendu parler de votre projet du Marais, » dit-il à un moment. « Très impressionnant d'après ce qu'on m'a dit. J'aimerais beaucoup voir vos plans, si c'est possible. »« Avec plaisir, » répondit Claire. « Vous pourriez passer à mon bureau la semaine prochaine ? » ?»« Volontiers. »« Et peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble pour prolonger notre discussion ?» Claire hésita une fraction de seconde, puis sourit. Pourquoi pas ? En rentrant chez elle ce soir-là, Claire se sentait légère et heureuse. Elle n'était pas amoureuse, loin de là, mais elle avait passé une excellente soirée en compagnie d'un homme intelligent et respectueux. C'était un début, une ouverture vers de possibles nouvelles aventures. Elle monta sur sa terrasse et contempla Paris endormi. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur une nouvelle journée, pleine de possibilités et de promesses. Claire Moreau était prête à les accueillir, forte de son expérience, riche de ses épreuves surmontées, confiante en l'avenir. Elle pensait parfois à cette femme qu'elle était dans le train, 3 mois plus tôt, humiliée et brisée par les paroles cruelles de son mari. Cette femme-là n'existait plus. À sa place se tenait une autre Claire, libre et déterminée, qui avait appris à se respecter et à se faire respecter. Les 6 mots qu'elle avait prononcés ce jour-là, « D'accord, épouse-la », avaient été bien plus qu'une simple réplique cinglante. Ils avaient été l'acte de naissance de sa nouvelle vie, le premier pas vers sa renaissance. Et cette renaissance ne faisait que commencer. Partie 6. Conclusion. 2 ans plus tard, par une belle matinée de printemps, Claire se tenait devant l'entrée de la gare Saint-Lazare. Elle portait un tailleur bleu marine élégant et tenait à la main une mallette en cuir contenant les plans de son plus grand projet à ce jour, la transformation d'une ancienne usine en complexe culturel pour la mairie de Paris. Son agence d'architecture était désormais reconnue dans tout Paris. Elle employait 8 personnes et ses créations faisaient régulièrement la une des magazines spécialisés. Le petit bureau du 11e arrondissement avait été remplacé par un magnifique loft dans le 10e, avec vue sur le canal Saint-Martin. Mais ce matin-là, Claire n'était pas venue pour prendre le train. Elle avait rendez-vous avec une journaliste du Figaro qui souhaitait l'interviewer pour un article sur les femmes entrepreneurs qui avaient réussi à rebondir après un divorce difficile. L'histoire de Claire était devenue emblématique, citée en exemple dans les cercles féministes et les groupes de soutien aux femmes victimes de violences psychologiques. En attendant la journaliste, Claire observait le va-et-vient des voyageurs. Certains couraient vers leur train, d'autres flânaient en consultant leur téléphone, quelques-uns se dirigeaient vers les cafés de la gare. Chacun portait en lui ses histoires, ses joies, ses peines, ses espoirs. Elle repensa à cette journée qui avait changé sa vie, le train de Rouen, le compartiment bondé, Philippe et ses paroles cruelles, puis sa propre réaction qui avait stupéfié l'assemblée. Ces 6 mots, « D'accord, épouse-la », résonnaient encore parfois dans sa tête comme un mantra de libération. Claire, elle se retourna et découvrit une jeune femme brune d'une 30aine d'années,
l'air professionnel mais sympathique. Isabelle Moreau, du Figaro, se présenta la journaliste en lui tendant la main. « Merci d'avoir accepté cet entretien. »« Avec plaisir, » répondit Claire. « Où souhaitez-vous que nous nous installions ?»« J'ai pensé que nous pourrions prendre un café dans la gare même, » proposa Isabelle. « L'endroit a une valeur symbolique pour votre histoire, n'est-ce pas ?» Claire sourit. « En effet, c'est ici que tout a commencé, ou plutôt que tout s'est terminé pour recommencer. » Elles s'installèrent dans un café tranquille de la gare. Isabelle sortit son carnet et son dictaphone, tandis que Claire commandait un café serré, comme elle en avait pris l'habitude depuis qu'elle était redevenue une femme d'affaires active. « Alors, » commença la journaliste, « racontez-moi cette fameuse journée, celle qui a tout changé. » Claire but une gorgée de café et plongea dans ses souvenirs. Elle raconta tout, l'humiliation publique, la révélation sur la stérilité de Philippe, sa réponse cinglante, les applaudissements des passagers. Elle évoqua aussi les mois qui avaient suivi, la reconstruction, les doutes, les victoires. « Ce qui est frappant dans votre histoire, » observa Isabelle, « c'est cette transformation radicale. En quelques minutes, vous êtes passée de victime à héroïne. Comment expliquez-vous cela ?» Claire réfléchit quelques instants. « Je pense que j'avais atteint un point de rupture. Pendant des années, j'avais encaissé, accepté, subi. Mais ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est libéré. La vraie Claire, celle que j'étais avant de rencontrer Philippe, a ressurgi. Vous ne regrettez rien ? Rien du tout, affirma Claire avec conviction. Cette épreuve m'a révélée à moi-même. Elle m'a appris ma valeur, ma force, ma capacité de résistance. Sans elle, je serais peut-être encore dans cette prison dorée qu'était mon mariage. » La journaliste griffonna quelques notes, puis releva la tête. « Et aujourd'hui, êtes-vous heureuse ?» Le visage de Claire s'illumina. « Complètement. J'ai une carrière épanouissante, une famille merveilleuse, des amis sincères, et... » Elle hésita un instant. « J'ai rencontré quelqu'un. »« Ah ?» s'intéressa Isabelle. « Puis-je vous demander qui ?»« Julien Moreau. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an et demi lors d'une soirée. C'est un architecte spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Un homme respectueux, intelligent, qui me soutient dans mes projets sans jamais chercher à me diminuer. » Claire porta instinctivement la main à son annulaire gauche, où brillait une bague de fiançailles discrète, mais élégante. « Vous allez vous remarier ?» demanda la journaliste avec un sourire. « En septembre, » confirma Claire. « Une cérémonie simple, avec nos familles et nos amis proches. Rien à voir avec mon premier mariage. Cette fois, je sais qui je suis et ce que je veux. Et des enfants. Cette question vous préoccupe-t-elle encore ?» Claire secoua la tête. « Plus du tout. J'ai compris que la maternité peut prendre différentes formes. Je suis marraine de 4 enfants maintenant, et j'adore ce rôle. Julien et moi avons discuté d'adoption si l'envie nous prenait, mais nous ne nous mettons aucune pression. Notre bonheur ne dépend pas de cela. » L'entretien se poursuivit encore 1 heure. Claire évoqua son travail, ses projets futurs, son engagement pour aider d'autres femmes victimes de violences psychologiques. Elle avait créé une association qui proposait un soutien juridique et psychologique aux femmes dans sa situation. « Une dernière question, » dit Isabelle en consultant ses notes. « Si vous croisiez Philippe aujourd'hui, que lui diriez-vous » Claire réfléchit longuement. « Probablement, merci. Merci de m'avoir montré ton vrai visage. Merci de m'avoir poussé à bout. Merci de m'avoir libérée malgré toi. Sans sa cruauté, je n'aurais jamais trouvé le courage de partir. Vous savez ce qu'il devient ? Aux dernières nouvelles, il a déménagé en province et a repris l'affaire familiale. Il s'est marié l'année dernière avec une femme beaucoup plus jeune que lui. J'espère sincèrement qu'il a appris de ses erreurs et qu'il la traite mieux qu'il ne m'a traité. » En réalité, Claire savait par Marguerite que Philippe n'avait pas changé. Sa nouvelle épouse subissait déjà les mêmes humiliations, les mêmes manipulations. Mais Claire avait choisi de ne plus s'en préoccuper. Ce n'était plus son problème. Après l'entretien, Claire se promena dans les rues de Paris. Elle avait rendez-vous avec Julien pour déjeuner, puis ils devaient aller choisir ensemble les fleurs pour leur mariage. Cette perspective la remplissait de bonheur. Julien l'attendait à la terrasse de leur restaurant habituel, près de l'opéra. Quand il la vit approcher, son visage s'éclaira d'un sourire sincère. Il se leva pour l'embrasser tendrement, et Claire sentit cette chaleur familière l'envahir. « Comment s'est passée l'interview ?» demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir. « Très bien. La journaliste était intelligente et respectueuse. L'article devrait paraître la semaine prochaine. Tu n'es pas fatiguée de raconter cette histoire ?» Claire secoua la tête. « Non, parce que chaque fois que j'en parle, j'aide peut-être une femme à prendre conscience de sa situation. Si mon témoignage peut éviter à ne serait-ce qu'une personne de vivre ce que j'ai vécu, alors ça en vaut la peine. » Julien prit sa main dans la sienne. « C'est pour ça que je t'aime.
pour ta générosité, ton courage, ta capacité à transformer une épreuve en force pour aider les autres. Ils déjeunèrent en parlant de leur mariage, de leurs projets professionnels, de leurs vacances d'été. Claire éprouvait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Avec Julien, tout était simple, naturel, équilibré. Ils se soutenaient mutuellement sans jamais se diminuer. L'après-midi, ils se rendirent chez le fleuriste. Claire choisit des pivoines blanches et roses, des fleurs simples mais élégantes qui reflétaient sa personnalité retrouvée. Plus rien de tape à l'œil ou de conventionnel, juste la beauté naturelle rehaussée par un goût sûr. En sortant de chez le fleuriste, ils croisèrent un couple qui se disputait violemment sur le trottoir. L'homme criait après sa compagne, l'accusant de tous les maux, tandis qu'elle baissait la tête en s'excusant. La scène rappela douloureusement à Claire ses années avec Philippe. « Ça va ?» demanda Julien en remarquant son trouble. « Oui, » répondit-elle fermement. « Ça me rappelle juste d'où je viens, et ça me rend encore plus reconnaissante pour ce que nous avons. » Le soir venu, Claire rentra dans son appartement, devenu leur appartement depuis que Julien avait emménagé avec elle 6 mois plus tôt. Il préparait le dîner en écoutant de la musique classique, et l'odeur du risotto aux champignons embaumait la cuisine. Claire monta sur la terrasse et contempla Paris qui s'endormait. Dans quelques mois, elle serait Madame Julien Moreau, et cette perspective la remplissait de joie. Mais surtout, elle serait toujours Claire Moreau, architecte reconnue, femme libre et épanouie. Son téléphone vibra. C'était un message d'Émilie. « Vu l'article sur toi dans l'édition web du Figaro. Magnifique. Je suis si fière d'être ta sœur. PS. Théo a fait ses premiers pas aujourd'hui et il a dit « Tata Claire. Bisous. » Claire sourit en regardant la photo jointe au message. Son filleul, maintenant âgé de 2 ans, lui envoyait un baiser de sa petite main potelée. Elle était comblée par l'amour de sa famille, reconnaissante pour leur soutien indéfectible. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle et Julien regardaient un film lovés l'un contre l'autre sur le canapé, Claire repensa à cette phrase qu'elle avait lue quelque part. Parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Elle avait perdu un mari, une illusion, une version d'elle-même qu'elle croyait être la vraie. Mais elle avait gagné bien plus, sa liberté, sa dignité, sa force, et finalement, le vrai amour. Les 6 mots qu'elle avait prononcés dans ce train, « D'accord, épouse-la », résonnaient encore parfois dans sa tête. Mais aujourd'hui, ils ne lui rappelaient plus la douleur et l'humiliation. Ils symbolisaient sa renaissance, son courage, sa capacité à transformer la défaite en victoire. Claire Moreau était heureuse, pleinement, totalement, définitivement heureuse. Et elle savait que ce bonheur, elle l'avait mérité en ayant le courage de dire non à l'inacceptable et oui à la vie qu'elle méritait vraiment. Le train de sa vie avait déraillé ce jour-là à Saint-Lazare. Mais de ce déraillement était née une femme nouvelle, plus forte, plus libre, plus vraie. Et cette femme-là ne regrettait rien, car elle savait que chaque épreuve l'avait menée exactement là où elle devait être. Sur sa terrasse, sous les étoiles de Paris, Claire Moreau souriait à la vie, et la vie lui souriait en retour.